c'est des rencontres comme ça qu'on fait, comme ça, au fur et à mesure de nos promenades, de nos voyages. Ben écoute, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire parce que si je vous raconte l'histoire du pourquoi je suis arrivée dans ce parc et de ce que vous êtes en train de me dire, vous allez comprendre pourquoi. Donc je suis née à Toulon, ma mère habite en Martinique, je suis partie vivre en Martinique à l'âge de 7 ans et j'ai été arrachée de ma famille. Et du coup, je me suis retrouvée dans un pays, comme j'aime dire, de noirs, où on ne me considérait pas comme une noire. Et donc à l'école, ça a été très compliqué parce que forcément, à cette époque, mon père travaillait à l'Arsenal et du coup, il avait les moyens par rapport aux enfants de là-bas. J'étais toujours bien habillée, toujours bien mise et ça a été une très grande difficulté, une très grande souffrance. Et à l'âge de 19 ans, je suis partie et j'ai fui la Martinique. Voilà. J'ai été militaire, coiffeuse, danseuse. Voilà, et j'ai parcouru un très très long chemin. Je me suis laissée porter par la spiritualité africaine, la spiritualité tout court, parce que j'ai utilisé cette débauche entre guillemets personnelle, où ça m'a fait connaître plein de choses, pour en faire quelque chose de bien, et j'ai transformé mes années donc de discothèque, de boîte de nuit, de danseuse et compagnie en une licence de management et de conduite de projet. À Toulon ici? À Toulon, à la fac. Parce que Toulon est une ville résiliente. C'est une ville de résilience. Elle s'est fait amocher de tous les côtés, cette ville. Voilà. Et là, j'ai donc une licence de management et de conduite de projet DRH. Et puis j'ai toujours eu une frustration. J'étais accompagnée par un monsieur au CEDIS. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voudrez faire? Et j'ai dit, j'adorerais être coach de vie. Et quand je lui dis ça, la feuille, en fait, pourquoi je lui dis ça? Parce que la feuille sort de son dossier. Et 2 jours après, il m'a dit, regardez sur Internet, est-ce que vous avez Internet? J'ai dit oui, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé une école. Je suis devenue, je me suis inscrite dans une école où je suis devenue psychanalyste et psychothérapeute. J'ai accompagné beaucoup de personnes. Et je me suis surtout accompagnée à travers de cette démarche-là, d'accompagner les autres. Et il s'est manifesté énormément de choses à moi, jusqu'à ce que je perde l'usage de mes jambes sur une plage en Martinique qui s'appelle Macabou, au Vauclin. Et à ce moment-là, je me suis dit que ma fille était ici, que quoi qu'il se passe, j'étais tranquille. Que votre vie était à Toulon ou à Martinique? Non, j'habitais ici, mais j'étais partie pour mes 40 ans. Donc votre vie était à Toulon? Ma vie était à Toulon. Et vous avez perdu, en tant que psychanalyste, ça vous dit rien, ça perd l'usage de ses jambes en Martinique? Vous aviez un esclave marron, un descendant marron peut-être? Absolument. C'est vrai? Absolument. Et à partir de là, il s'est manifesté énormément de choses à moi, donc des choses dans le monde subtil, donc je vois, j'entends, je palabre avec l'invisible, et ça m'a amené en Afrique. Et donc la chose est telle que, pourquoi vous avez trouvé ça incroyable, pendant plus de 6 ans, j'ai recherché tous mes descendants, un par un. J'ai été à la NOM, j'ai regardé les cahiers où il y a écrit le nombre de nègres, de négresses et de négrillons qui ont été embarqués sur chacun des bateaux, avec le nom des armateurs, avec le nom de tout ce qu'ils ont utilisé, tous ceux qui sont passés par-dessus bord, tout est inscrit à la NOM. C'est où la NOM? À Aix-en-Provence. Ok. Voilà, vous trouverez beaucoup d'informations là-bas. Ok. Voilà. Ça c'est intéressant. Et donc du coup, je suis allée j'ai fait les recherches, j'ai retrouvé donc les papiers, qu'on appelle ça, les actes de naissance. Donc je suis remontée à 6 générations au-dessus de ma mère. Et j'ai retrouvé celle qui se nomme et qui se nommait. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise les 2 temps. Donc elle s'appelait Félicité Makouma Edracé, née sur une plantation à Sainte-Marie, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'ils ont tout rasé, mais elle est née esclave. J'ai retrouvé le numéro de matricule de mon aïeul, un de mes aïeuls masculins. Et donc j'ai ramené tout ça à Gorée au Sénégal. Voilà. Et donc symboliquement, je suis revenue, j'ai repassé la porte dit de non-retour, la porte qui finalement, voilà, mais debout. Voilà. Incroyable. Avec leur histoire et mes papiers sur moi. Incroyable. Et sortant de Toulon, pour moi, c'est encore plus incroyable parce que je suis persuadée que de cette ville qui se laisse pas abattre finalement, il y a toujours une possibilité. Il s'est passé énormément de choses à Toulon.
Toulon est un port négrier. Et donc, c'est à Bordeaux, Nantes, mais Toulon est un port négrier parce que du coup, je suis allée, donc, comme je disais, à la NOM, je l'ai montré, qui m'a donné une carte de lecteur. Et donc, c'est comme j'aime l'appeler, le temple du commerce triangulaire, qui a duré presque 400 ans, si ce n'est plus, et qui continue toujours, effectivement, d'une façon totalement différente, où j'ai retrouvé justement énormément de documents. Donc, je suis allée au Sénégal, j'ai déposé ces papiers, et donc j'ai parcouru Dakar, et il y a un grand monument où il y a écrit la Renaissance africaine. Et donc, il s'est passé un voyage extraordinaire en 2018. Je suis repartie en 2019, et j'ai eu à vivre des difficultés énormes parce que lorsqu'on est dans une connotation de renaissance, je travaille la les mémoires cellulaires transgénérationnelles, oui. C'est ça ma pratique. Et donc effectivement, quand on fait un travail comme ça, on ouvre des portes mémorielles, donc dans l'invisible, mais on en ouvre aussi sur soi-même, donc on est obligé de travailler sur soi-même. Et donc j'ai passé 4 ans à vomir l'histoire de la famille et de vomir l'histoire même, je dirais, en toute humilité, même de la Martinique, parce qu'on est tous reliés, puisque ils ont pris une poignée d'hommes pour mettre sur une île minuscule. Et aujourd'hui, quand j'ai fait mon arbre généalogique, je suis la dame que j'ai eue au téléphone, par exemple, pour lui demander une information. Elle me donne son nom. Je lui dis, ah, on doit être cousins parce que je vous ai trouvé dans mon arbre généalogique. Elle m'a dit, oui, ma famille est de telle commune. Et en fait, c'est une île incestueuse, parce qu'on est tous cousins et cousines. Okay. Voilà. Le mélange est tel que nous sommes tous cousins et cousines. Donc qui que ce soit qui fasse un arbre généalogique retrouvera quelqu'un dans son arbre qu'elle ne connaît pas, mais qui fait partie de sa famille. Parce que c'est ça en fait l'histoire de l'île. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de problématiques émotionnelles, l'alcool, ce genre de choses, et tout plein de choses qui sont des dommages collatéraux de la traite négrière. Donc ce n'est pas terminé en sachant, comme vous disiez, que tous ceux qui ont les ressources économiques de l'île sont des descendants des négriers de base. Et savoir que négrier, donc un colon, c'était de très mauvaises personnes à l'époque à Paris qui pourraient avoir à se diriger ou être envoyés en Guyane, on appelle ça au bagne. Et pour ne pas subir le bagne, on leur donnait la charge de surveiller les colonies françaises. Donc ce sont des personnes qui étaient 100 fois libres et qui le sont toujours. C'est-à-dire que M. Bernard Ayotte, au jour d'aujourd'hui, qui est le responsable de 99% de l'économie de la Martinique, qui a des plantations de bananes, qui a le groupe HGB, HGB, je crois, ou GHB, on ne rappelle plus, mais en tout cas, c'est Bernard Ayotte, est un descendant de colons et un descendant de quelqu'un qui, justement, a été mis en Martinique pour surveiller les nègres, comme ils aiment à les appeler. Et aujourd'hui, ce monsieur, il a toute l'économie de la Martinique, il fait les prix qu'il veut, il entre à l'Élysée comme il veut. Vous pouvez trouver des informations sur lui sur Internet. Il a dans son bureau un bateau négrier en décoration. Et en fait, aujourd'hui, donc les Martiniquais qui sont payés le minimum, oui, à qui on donne une alimentation qui est différente de celle de la métropole. Si vous pouviez nous en parler, juste après la fin de l'esclavage, où on leur a finalement dit vous êtes libre, on vous donne un peu d'argent, mais en fait, si l'esclave n'avait pas de choix. Avant, ils étaient esclaves, ils travaillaient gratuitement, et après on leur a dit, on te libère, mais qu'il faut bien que tu fasses quelque chose, tu vas plus rester dans la case, puisque maintenant tu travailles plus pour moi. Je te propose un petit boulot, puis je te donne un petit peu d'argent. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que le RSA ici, en tant que personne seule, je crois que c'est 400 et quelques euros, c'est presque 500. En Martinique, c'est beaucoup moins, et pourtant c'est un département français. La nourriture, alors le coca, il y a 7 morceaux de sucre supplémentaires qu'une bouteille de coca ici. Les yaourts, pareil. Il y a les yaourts Danone France et les yaourts Danone Dom Tom. C'est-à-dire qu'ils sont préparés spécialement pour les Dom Tom comme ils sont préparés spécialement pour l'Afrique. Donc c'est vrai qu'il y a un besoin d'asservir le peuple de manière physique et psychologique parce qu'en fin de compte, cet asservissement leur permet justement de toujours asseoir leur suprématie. Donc on leur vend des voitures. Par exemple, vous décidez de vous installer, on va vous faire un crédit pour acheter une maison. En Martinique, on ne fait pas de crédit pour les Antillais, pour les Martiniquais, pour les nègres, pour faire acheter une maison. Mais on va leur donner un crédit pour acheter une voiture. Une voiture qu'ils ne pourront pas rouler, parce qu'il n'y a pas assez de routes, parce que c'est pas assez grand, parce que toutes les infrastructures ne correspondent pas à la voiture qu'ils ont. Et puis derrière, la voiture, elle est made in Dom Tom aussi, parce que les routes ne sont pas faites correctement. Donc l'asphalte utilisé
depuis des années, ils connaissent par exemple la géographie et le taux d'humidité qui est énorme. Ben, tous les jours, il y a des trous, les voitures sont mortes, les amortisseurs sont morts. Et qui est-ce qui vend tout ça? C'est Monsieur Ayotte. Voilà. Donc, du coup, on n'en finit pas. Et donc, pourquoi je suis aujourd'hui dans ce parc et que je m'entretiens avec vous et que je trouve ça extraordinaire, c'est très agréable parce qu'elle a le fil. Demain, je repars au Sénégal pour fermer la porte. Voilà. Et je suis venue dans ce parc parce que je vais récupérer justement une paire de chaussures qui arrive directement de la Martinique. L'ami de ma nièce arrive à 18h18 et je vais récupérer des chaussures jaunes comme mon chapeau pour repartir au Sénégal demain à 19h50. Et pour fermer la porte, c'est des chaussures de qui, de quoi? Ce sont mes chaussures. Mais en fait, je les ai achetées l'année dernière quand je suis partie en Martinique et je les ai oubliées. Donc elles sont neuves, je les ai oubliées dans la boîte et donc ça fait des mois que je demande à ma cousine de me les renvoyer. Elle n'a pas pu, elle a été malade, il s'est passé plein de choses, mais en fait ça arrive juste la veille de mon départ. Et donc vous allez marcher avec ces chaussures que vous avez achetées en Martinique sur le Sénégal. Et vous aviez quand même perdu l'usage de vos jambes. Exactement, et je repars au Sénégal avec ces chaussures aux pieds demain. Et je suis venue dans ce parc. Vous pensez boucler comment vous exprimeriez ce que vous pensez? Alors, qu'est-ce que je vais boucler? Donc j'ai perdu l'usage de mes jambes sur une plage qui s'appelle Macabou et j'ai décidé donc pour différentes raisons en 2017 de commencer une formation de danse d'ancrage qui s'appelle le Longo, offerte avec beaucoup de gratitude par Elima Mputu, un monsieur congolais, et donc il a une science par la danse et qui remet le fonctionnement de cette formation, c'est de pouvoir, vous savez, c'est comme quand des fois on voit dans des photos ou dans des jeux de cartes, la personne s'ouvre comme ça, donc il y a l'ombre derrière et il y a une autre personne qui sort. Ouais. Donc l'être, c'est la goutte primordiale de ce que vous êtes, que vous avez caché à cause de l'histoire, à cause de la famille, à cause des problèmes, à cause de la société. Ça te rappelle rien? le clip qu'on a fait sur la honte où tu sors comme ça. Et du coup, j'ai ouvert une porte il y a 4 ans, effectivement. Même en 2018, j'ai ouvert une porte il y a 4 ans. Cette porte, j'ai dû nettoyer plein de choses, j'ai dû comprendre plein de choses. Je suis tombée, j'ai fait une dépression. Mais en fait, c'est pas vraiment une dépression, c'est qu'il fallait que justement, je me détache de l'histoire parce qu'aujourd'hui, je m'appelle Macabou. Et je m'appelle Macabou Makoumaï Dracé, c'est-à-dire que je porte le nom de la plage sur laquelle j'ai perdu mes jambes et j'ai décidé de porter le nom de mon aïeul que j'ai retrouvé. Qui remarche vos jambes? Mes jambes me remarchent très bien. Mais il fallait qu'elle change de direction. Moi, je travaille beaucoup sur la problématique de la honte, en fait. C'est le nœud de mon truc. Okay. Et je sais que vous allez pouvoir m'en parler. Est-ce qu'il y avait un rapport avec ça? Est-ce que vous pourriez me... Alors, la honte, très certainement, et je dirais même oui, parce que on nous a pas appris à aimer, on nous a pas appris à gagner de l'argent, on nous a pas appris à être qui on est, parce qu'on est issu malheureusement, comme vous le disiez, de personnes qui ont été déportées, déchirées, fouettées, violées, séquestrées, une horreur. Et nous portons ça à l'intérieur de nous. Donc même si nous avons envie d'aller mieux, nous portons ça. Et la société actuelle, comme passée, nous fait bien comprendre que nous n'avons pas notre place. Mais alors dans le fait, par exemple, voilà, nous n'avons pas notre place. Et puis j'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc, c'est ça. Et puis il y a du diabète en Martinique, alors que c'est l'affectif. Un médecin d'Aix-en-Provence vient de se rendre compte qu'il y a énormément de descendants de gens de la Shoah qui ont du diabète. C'est ça. Donc, alors le diabète, c'est en lien avec l'affectif, le sucre, oui. Le besoin de succion, oui. Voilà, la douceur. Voilà. Et donc quand on est bourré d'acidité, en fait c'est physiquement, psychologiquement et culturellement une horreur encore maintenant. Et donc oui, la honte, parce que cette notion de nous sommes issus d'eux est toujours présente. Alors il y en a qui se battent, comme on dit, yokagoumain, donc yokadjoubaté, ça veut dire qu'ils continuent à vouloir faire en sorte que cette souffrance soit reconnue, mais si on ne la reconnaît pas en soi, voilà, et qu'on ne la guérit pas en soi, le collectif ne suffit pas en fait, ça me reste que d'une. Mais en fait, comme on dit, il y a un proverbe qui dit, c'est un grain de riz plus un grain de riz qu'un sac de riz. C'est un grain de riz plus un grain de riz plus un sac. Donc il n'y a pas un bloc de riz. Donc si moi je soigne, si l'autre soigne, la communauté va finir par être soignée. Mais si on attend que la communauté d'un coup de baguette magique se soigne, ce n'est pas possible. Bravo. Voilà.